Salut Guy, Alex. Salut Adrien. Salut. Adrien, Ouais. tu m'entends? Ouais, toi aussi? Ok, super. Attends, je dois envoyer le truc à Alan. Ça marche. Il y a des gens qui sont en train de rentrer. Attends, il y a Seb. Tu m'as envoyé, Jennifer, le lien? Oui. Salut Seb. Salut. Ça va? Ouais, ça va, nickel. Bon. On a une idée du nombre de personnes? Là, il y en a 5 en salle d'attente. Quels sont les numéros? Et j'attends qu'Alan arrive. Ouais. Je peux donner le lien Zoom à n'importe qui ou Ouais, bien sûr. il est réservé que... Non, c'est pas réservé. Non, tu peux, c'est ok. Alan, il arrive. Salut Alan. Tu nous entends? T'entends pas, Alan. Ah, nickel. Ça y est, j'entends tout le monde. Cool. Bon, je vais ouvrir, non? Attends, j'attends une minute. Désolé, j'avais envoyé un mail un peu plus tôt à Olympe, mais je sais pas si elle l'a eu. Et ouais, mais peut-être que... Non, mais t'inquiète. À la limite, ça vous dit si on ouvre et puis comme ça, on fait un tour de table avec les gens qui sont là? Ouais, c'est nickel. Ça. Ok, cool. Tac. Moi, je pensais qu'il fallait être au bar obligatoirement. Ouais, normalement, tu peux. Vous me direz s'il y a du vent dans les micros, j'irai me mettre dans un bureau. Non, c'est bon. Et je là. me suis dit comme ça, je pouvais faire la visite en même temps. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Joël. Bonjour. Bonjour, Solana. Hop. Bonjour, Nicole et Pierre. On s'est dit, le temps que les gens rentrent un petit peu dans la salle d'attente, peut-être qu'on pouvait se faire un petit tour de présentation pour les gens qui sont déjà là, si ça vous va. Donc, à la limite, vas-y, je commence et chacun passe le micro, comme ça on peut se présenter en un mot. Donc, moi, je m'appelle Alexandre Borne et je suis un des associés de Belleville et directeur général. Et je passe la parole à Adrien. Vas-y, Adrien. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Adrien Ramirez. Je suis associé aussi de Belleville aux côtés d'Alexandre et de 3 autres associés. Et je suis directeur général délégué basé en Occitanie à Toulouse. Bonjour, Sébastien Delster. Donc moi, je suis aussi cofondateur associé avec Alexandre et Adrien Belleville et je suis en région parisienne. Toi, Alan? Alan, DG Station A, et aussi associé avec Belleville sur le projet de Station A et avec d'autres personnes aussi. Du Invité coup, spécial. Guillaume Hadès, Cornouailles. Oui, vous m'entendez? Ouais, c'est bon, on vous entend. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous. Moi, je suis coordinateur du pôle d'économie sociale et solidaire de Cornouailles, du pays de Cornouailles. Et donc, du coup, j'accompagne un projet d'habitat participatif. Et je suis très intéressé par ce que vous avez pu réaliser déjà par le passé. Et du coup, sur ces questions financières qui ne s'inventent pas et qui sont un champ à part entière de l'ESS et qui, moi, m'intéresse énormément, mais sur lequel je ne suis pas expert du tout. Excellent. Enchanté. Bon, on fera le tour avec plaisir après. Merci Guillaume. Je vous laisse passer la parole. Allez, je passe la parole à Nicole et Pierre, je vois. Pierre, Je vois que Pierre, je pense. Pierre, je suis administrateur de Classique Station 1, Rodez. Enchanté. Susanna, peut-être?
Oui, bonjour, je suis Susanna Pochfrey de Budapest en Hongrie et ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé le français en fait. Mais j'ai contacté Belleville parce qu'on travaille à Budapest sur l'établissement on le dit, un promoteur immobilier alternatif et je travaille aussi sur des projets de logement coopératif. Excellent. Merci. Merci d'être là. Joël? Oui, bonjour. Joël Michalik, je suis administrateur d'une toute jeune association à Alès dans le Gard. Et nous avons comme projet de créer un tiers-lieu en centre-ville. Et donc là, on est occupé à faire des recherches importantes pour trouver des locaux parce que pour l'instant, on n'a rien. Et donc, on voulait voir comment vous fonctionnez, s'il y a des pistes éventuellement de votre côté pour nous aider en partenariat. Voilà. Excellent. Enchanté. Super. Marion Dess. Bonjour, je suis arrivée en retard, mais j'imagine qu'il faut que je me présente. On fait un petit tour comme ça, le temps que tout le monde arrive. Ok, Marion Bess, du coup, moi je coordonne un projet sur Bordeaux de collectif qui s'appelle ICOS pour créer un village du réemploi solidaire. Et pourquoi je suis là? Parce que j'ai eu un échange ce week-end qui m'a invitée à la dernière minute. Et donc, on est en train de réfléchir à la structuration de la foncière, à savoir est-ce qu'on l'a fait, est-ce qu'on travaille avec une foncière existante, et c'est la raison de ma présence ici. Excellent, merci d'être là. Peut-être Rémi. Ouais. Bonjour. Je vais peut-être mettre une caméra quand même. Alors, écoutez-moi, là, je suis arrivé là totalement par hasard. J'étais en train de communiquer sur le groupe de travail de Immobilier Villes et Territoires. J'ai reçu un lien Zoom et j'ai cliqué sur le lien Zoom. Alors, je veux bien qu'on me récapitule l'objectif de la réunion et je verrai du coup comment je m'y associe et en tout cas comment je peux vous y apporter quelques lumières si nécessaire. Excellent. Sébastien, c'est toi qui a envoyé. Oui, c'est ça. Bonjour Rémi, c'est Sébastien. Donc, je suis membre du bureau et c'est que Immobilier Villes et Territoires. Effectivement, l'objet, en fait, c'est que donc, avec Belleville, on reçoit souvent des demandes, des questions sur des porteurs de projets qui ont des problématiques immobilières et qu'on peut accompagner. Et, on s'est dit que ce serait sympa en fait, de faire des événements tous les 15 jours où chacun nous finalement remonte des problématiques sur lesquelles on essaye de répondre et surtout finalement que le fait qu'on soit nombreux, d'autres porteurs de projets puissent apporter aussi leur retour d'expérience. Et puis là, on est accompagné aujourd'hui de Alan qui porte le projet avec un grand collectif de la station à Rodez, donc un tiers-lieu qui va être magnifique. Alors, maintenant que je comprends mieux, je peux éventuellement poser une question ou en tout cas lancer un débat. Moi, j'interviens ponctuellement sur des réflexions de requalification urbaine sur des bâtiments disponibles dans des petites villes dans le cadre des actions cœur de ville de la Caisse des dépôts et plus globalement de l'Agence de cohésion des territoires sur les plus petites villes. Donc là, je viens de travailler sur Étampes, je suis demain à Lons-le-Saunier dans ce cadre-là. Et en fait, je travaille toujours comme consultant intermédiaire, entre guillemets. Je voulais savoir si quelqu'un savait comment on pouvait se faire repérer, se faire identifier comme consultant direct dans ces démarches qui sont portées par l'Agence nationale de cohésion des territoires. Et vous, Rémi, vous pouvez nous expliquer quand vous dites consultant intermédiaire, c'est-à-dire aujourd'hui, vous êtes intermédiaire par qui? Ça veut dire qu'en fait, je travaille dans le cadre de groupements de compétences avec des sociétés qui sont, elles, déjà identifiées auprès soit de la Caisse des dépôts, soit de l'Agence nationale de cohésion des territoires et qui donc propose de l'ingénierie. Mais en fait, je me retrouve, moi, à faire le boulot. Donc, je me dis, est-ce qu'il y a un moyen de se faire directement référencer par la NCT? Et derrière, ce sont des projets urbains. Moi, on me demande de venir et de porter une expertise sur notamment la transformation
la transformation de bâtiments publics ou parapublics d'une façon ou d'une autre dans des logiques de développement et notamment de développement du territoire au sens large et de développement touristique en particulier. Et aujourd'hui, du coup, votre client, dans le cadre de vos groupements de compétences, c'est la NCT et la Caisse des dépôts. Vous leur avez posé la question parce que nous, on a déjà eu le cas, pour donner un exemple. D'ailleurs, Alan, tu pourrais peut-être en parler. C'est comment il s'appelle la boîte qui a fait Terre d'Avance. Terre d'Avance, ouais, exactement. Peut-être tu Terre pourrais dire d'Avance, un mot. ils ont fait la contre-expertise de notre modèle économique. Et en fait, je sais qu'ils avaient ils avaient répondu à un appel d'offres de la CDC et ils avaient un système de carnet à bon de commande où quand un territoire appelait la Caisse des dépôts en disant on a besoin d'une expertise financière sur on pouvait mobiliser et c'était la Caisse des dépôts qui mobilisait Terre d'Avance, le bureau d'études, et eux ils constituaient leur équipe à peu près comme ils voulaient. Donc ils avaient des sous-contractants justement, mais des choses qu'ils faisaient en direct et d'autres sur lesquelles ils faisaient du sous-contrat. D'accord. Parce qu'effectivement, moi, j'ai vu passer plusieurs appels d'offres nationaux où il fallait pouvoir présenter des groupements de compétences avec des spécialistes de l'urbanisme, des architectes, des spécialistes du commerce, etc., etc. Il y a des groupements de compétences complets, dont éventuellement des experts tourisme au passage. Et en fait, c'était des appels d'offres assez lourds auxquels un particulier n'a pas accès. Donc, en fait, C'est très lourd. Hein? Pardon? Par expérience, ce qu'ils m'en ont dit, c'est que c'était très lourd et que eux, ils ont 3 agences Terre d'Avance, ils ont Lyon, Paris et Toulouse, je crois, et que s'ils n'avaient pas eu au minimum cette taille-là, ils n'auraient pas été capables de répondre. Mais bon, après, derrière, ils ont récupéré une vingtaine ou une trentaine d'études de la Caisse des dépôts sur des problématiques de tiers-lieux dans des villes moyennes. Voilà. Donc, Et du coup, c'est peut-être d'ailleurs un sujet intéressant à croiser avec les personnes qui sont aussi ici, puisque je pense qu'il y a des personnes qui portent des tiers-lieux ou qui s'intéressent ou qui veulent monter des projets. Peut-être que l'un ou l'une, vous avez déjà été en contact avec la Caisse des dépôts ou déjà eu en face de vous des groupements de compétences comme ça qui ont fait des contre-expertises comme ça a été fait. Puisque Alan, peut-être ça sera intéressant que tu racontes un peu le projet de la station 1, mais en tout cas, c'est une manière de bénéficier d'une expertise portée par la Caisse des dépôts. Parce que là, je pense pour Rémi, il y a le côté vu de la côté caisse et puis côté porteur de projet où en fait, on bénéficie aussi de cet accompagnement que vous faites pour vérifier les modèles. Il y a une petite précision, hein, c'est que dans l'affaire, la Caisse des dépôts, c'est le financeur, c'est le maître d'ouvrage. C'est-à-dire qu'il agit pour le compte des collectivités territoriales, il abonde dans la structuration des marchés, c'est lui qui paye les expertises, mais il y a éventuellement entre la Caisse et des experts individuels ou des experts sociétés d'ailleurs, hein, ce n'est pas forcément des indépendants, il y a en général des gens qui fédèrent la démarche. Je sais qu'Einstein Young a répondu sur des choses comme ça. Artelia a dû le faire aussi. Il y en a un certain nombre. Peut-être CETEC, j'imagine, ou des gens comme ça, ou la CET en tout cas. La CET a dû le faire en tant que bureau d'études coordinateur des besoins. Ceux-là ont, entre guillemets, une garantie de mission, puisqu'ils travaillent sur toute une série de villes avec toute une série de partenaires. La question, c'est de savoir comment on peut, sur les petites villes, c'est-à-dire en dehors de l'action cœur de ville, les plus petites villes, avoir des expertises ponctuelles spécifiques, quoi. Si ça existe. Je ne sais pas s'il y a des moyens de passer dans ce genre de dispositif. Et votre rayon d'action, Rémi, c'est quel périmètre qu'on ait en tête, hein? Physiquement, enfin territorialement, c'est France. Territorialement, oui. Territorialement, c'est France. Vous pouvez rayonner nationalement. Bon, mais oui, ok. bien sûr. Ouais. Bon, nous, les petits conseils qu'on peut vous donner, c'est effectivement essayer de se faire connaître. Alors, le fait d'avoir un lien avec la Caisse des dépôts, vous l'avez souligné, c'est eux qui investissent souvent dans les projets de territoire, donc je pense qu'il y a certainement un intérêt. Le fait d'identifier des porteurs de projets, là, c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui. C'est un deuxième intérêt, c'est d'expliquer à chacun en quoi vous avez des valeurs ajoutées à apporter sur des projets de territoire. Le fait d'aller à la rencontre de collectivités qui lancent des appels d'offres, c'est aussi une façon de se faire connaître. Je pense que ce qu'il faut mettre en avant, en tout cas, c'est sur quel sujet vous différenciez.
nous, Belleville, c'est vrai qu'on a pas mal poussé et communiqué sur le fait qu'on se différencie un peu en termes de philosophie de projet. En fait, nous, on veut vraiment pousser les projets qui ont du sens socialement, qui ont un impact environnemental. Donc, je pense que chacun a un peu ses valeurs ajoutées à apporter. Je ne connais pas encore les vôtres, mais je pense qu'il ne faut pas hésiter à communiquer pour ensuite faire projet. Alors, bon, on a effectivement une offre de service qui est portée par un certain nombre de valeurs dont j'imagine on partage certaines, en tout cas des valeurs de responsabilité sociétale et environnementale claires. Après, moi j'ai plutôt un prisme aménagement du territoire sous l'angle tourisme, au sens large, hein, tourisme, patrimoine culturel, sport, loisirs, etc. Donc moi je cherche à m'insérer dans des équipes de conception amont ou à coordonner des compétences de conception. Voilà. Super. Est-ce que ça vous va? Alors, on a invité Alan à chaque fois qu'on fait les cafés Belleville, on a un invité. Donc, moi, ce que je peux vous proposer à tous, c'est qu'Alan présente un petit peu le projet de Station A, qui est un projet sur lequel on est associé aussi à Belleville, et qu'il explique un petit peu comment les choses ont été pensées sur ce super projet qui est à Rodez en Aveyron. Et après, on pourra enchaîner en questions-réponses à Alan, à Belleville, sur nos différents projets. Salut Alan. Ouais, pas de souci. Je crois qu'il y a une personne qui ne s'était pas présentée qui se déconnecte, qui se reconnecte. Jennifer, mais je vois qu'elle n'est pas connectée. Donc, après, sinon, si elle se reconnecte, on va. Ouais, Jennifer est chez Belleville. Ouais. Ah, elle est chez Belleville, ok. Ouais, elle va se connecter. Ça marche. Donc, Juste excusez-moi, pardon. je sais que j'ai la personne qui est porteuse du projet d'habitat participatif dont j'ai parlé tout à l'heure, qui essaie de se connecter et qui n'y arrive pas. Je suis par SMS avec ça. Alors, peut-être que je viens d'accepter une personne qui intervient sous le nom de Cardunaire. Oui, c'est ça, c'est Daniel. Ouais, bah, super, j'étais un peu inquiet. Ouais. Ok, excusez-nous, je crois que Daniel est là. Désolé pour moi, ouais. Excellent, parfait. Excusez-nous pour le temps de réaction. Donc, du coup, s'il y a trop de vent, vous me dites, et puis j'irai me mettre à l'abri. Station A, c'est un projet qui est aujourd'hui dans une phase de préfiguration, qui est rentré dans le lieu qu'on occupe depuis un an, mais qui est en fait issu d'un processus un petit peu plus long, qui a duré à peu près 2 ans et demi et qui nous a permis de créer ce que moi j'ai l'habitude d'appeler et de revendiquer comme étant un tiers-lieu généraliste. Oui. Attends, quelqu'un au téléphone en même temps. Ouais. Je suis en réunion. Voilà, c'est bon. Et donc, c'est quelque chose qu'on revendique, que Station A soit un tiers-lieu généraliste, au sens qu'on a décidé que dans une ville moyenne comme Rodez, on ne pouvait pas faire un tiers-lieu uniquement culturel ou uniquement bien-être ou uniquement nouvelle techno, et que le sens du tiers-lieu allait naître de par la mixité des usages, la mixité des publics qui allaient le fréquenter. Et c'est ce qui a donné très rapidement une taille assez importante. On parlait tout à l'heure des gens qui nous ont audités. On avait... dans un premier temps, contre-expertisé par la Caisse des dépôts en disant qu'il faut diviser par 2, et c'est eux-mêmes qui sont arrivés à dire qu'il nous fallait un projet autour de 4200 m². Donc c'est un projet qui est assez ambitieux, notamment pour une ville moyenne. Et quand on s'est interrogé sur les usages, on a travaillé en fait sur... on a eu une méthode qui était une méthode de co-construction que je trouve qui est en fait assez bien parce qu'elle a été vraiment sur la durée, et qui était de dire quels sont les sujets sur lesquels nous on estime que soit le territoire est dépourvu, soit au niveau national, les gens ne vont pas assez loin sur la réflexion. Et donc on a identifié 7 sujets, 7 thèmes qu'on a appelés les 7 pôles, qui ont donné la dimension du projet. Donc là-dedans, il y avait le bien-être, il y avait l'éducation, il y avait l'alimentation, il y avait l'économie circulaire, l'ingénierie du bâtiment, la culture. Voilà. Et donc, c'est à partir de là qu'on a commencé à fréquenter une communauté. Chaque pôle a créé une communauté qui a fait émerger des besoins sur le territoire sur lesquels on avait envie d'apporter une innovation.
Et de ces besoins, on a commencé à construire un modèle d'abord programmatique, puis un modèle économique. Nous, aujourd'hui, on est fabrique de territoire, donc c'est-à-dire qu'on a une labellisation nationale de la NCT qui est là pour dire votre projet nous intéresse pour que vous nous fassiez un retour d'expérience. Ça ne veut pas dire qu'il trouve qu'il est génialissime, mais en tout cas, il trouve qu'il a un intérêt pour le retour de best practice pour d'autres porteurs de projets, ou alors qu'il a un intérêt parce qu'il va permettre de faire évoluer la réglementation, enfin, ou un certain nombre de choses. Et les deux sujets sur lesquels on est très, très clairement identifiés au niveau national, c'est d'une part qu'on n'a pas de financement public, c'est-à-dire que l'agglo, contrairement à beaucoup de projets, peut-être à Belleville, vous pourrez en parler plus en détail, mais il y a beaucoup de projets de tiers-lieux qui sont aidés par les agglomérations. C'est le premier aspect, c'est que notre modèle est autonome, en fait. Et le deuxième aspect, c'est qu'on a une connotation très forte autour de l'alimentation. Il y a des sujets qui sont liés autour de l'alimentation au sens large, aussi bien production que transformation, que exploitation. Et donc aujourd'hui, c'est un peu les deux critères qui font de Station A ses spécificités. On est dans une phase de pré-FIG, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a un AOT, c'est l'équivalent d'un bail précaire qui doit se transformer dans un bail à construction de 50 ans et qu'on va faire un certain nombre de réhabilitations. C'est d'ailleurs le rôle que joue Belleville au niveau de Station 1, il est double. Il est le rôle de maîtrise d'ouvrage délégué, c'est-à-dire celui qui va assurer, garantir, rassurer tout le monde, voilà, dans la partie construction et travaux. Mais il a aussi un rôle d'investisseur, et là, c'est là que ça devient intéressant et qu'on peut imaginer toutes les synergies de territoire, parce que Belleville a déjà investi dans un certain nombre de projets, et ces synergies peuvent aussi venir de par cet investissement. Donc, ils sont investisseurs de la foncière, c'est qui va porter un gros projet de réhabilitation de 5,1 millions d'euros. Et depuis peu, ils sont aussi investisseurs de la SIC pour venir accompagner ce rôle d'animateur de territoire, d'animateur de tiers-lieux que va être la SIC. Donc nous, on a un modèle qui peut paraître un petit peu complexe, mais qui est essentiellement lié au fait qu'on a en face de nous des gens qui ont des modes de fonctionnement qui ne sont pas forcément très simples, à savoir la Caisse des dépôts, les banques, le département. C'est des gens qui ont tous des visions assez précises de ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas. Donc, pour faire assez simple, le bâtiment dans lequel on est, je vais essayer je ne sais pas si vous me voyez. Donc ça, c'est la partie, on m'avait dit c'est un café, un bar. Donc, je me suis dit, je vais aller me poser au bar pour faire la visio. Et donc, ça, c'est la prairie de Station A qui est en train d'accueillir son marché de producteurs où ils sont en train de s'installer. Mais donc, ce bâtiment, c'est des anciens haras nationaux qui ont été fondés en 1511 et donc, ils sont propriétés du département et dont le département ne souhaitait pas se séparer. Donc, ils vont rester propriétaires. Ils vont louer cet espace à une foncière qui va porter la réhabilitation. Et cette foncière, donc c'est là qu'on va retrouver Belleville, mais on va retrouver aussi la Caisse des dépôts. On va retrouver une banque locale aussi, le Crédit Agricole, qui est assez investi sur le territoire, qui rentre au capital de cette structure-là. Le quatrième associé, c'est Station A. Station A via une structure d'investissement. Donc ça, c'est un peu l'équivalent de la SCI, quoi. C'est-à-dire une coquille qui est là pour porter la réhabilitation du projet et qui va percevoir un loyer et qui va reverser assez simple. Et elle va louer à une SIC, parce que pour nous, c'était important d'essayer de trouver un modèle dans lequel on pouvait intégrer les parties prenantes et pas uniquement le microcosme des gens qui avaient eu l'idée, mais aussi surtout, ce qu'on dit depuis 2 ans, c'est que ce lieu, il doit devenir le lieu de ses usagers. Donc les usagers, c'est une définition hyper large dans notre conception des choses. C'est les résidents qui louent des espaces, mais c'est aussi, au-delà de ça, nous, quand on a défini il y a 3 ans, quand on a précisé les usagers, on s'est dit, c'est quelqu'un qui a un point de contact au minimum hebdomadaire avec le tiers-lieu. Donc ça peut très bien être quelqu'un qui vient faire un cours de yoga toutes les semaines, mais en tout cas, ce n'est pas quelqu'un qui vient boire un verre une fois de temps en temps. Un usager, pour nous, la définition qu'on s'est fixée, il fallait bien l'arrêter. C'est quelqu'un qui vient une fois par semaine au tiers-lieu. Et donc, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que plus le lieu devient dynamique, plus la gouvernance va vers ces usagers, ces gens qui sont au contact, usagers au sens noble, hein, ceux qui viennent user les bancs du tiers-lieu, ceux qui viennent pratiquer, patiner, qui ont un vrai intérêt à fréquenter ce lieu. Et l'idée de cette SIC, c'était justement que petit à petit, on puisse intégrer tous ces gens qui ont un intérêt économique, social, environnemental au projet. Et en dessous de cette SIC qui s'occupe de toute l'animation du lieu,
eh ben, on a tous les locataires. Et les locataires, c'est vraiment au sens large. C'est aussi bien le petit télétravailleur qui va venir une demi-journée par semaine, mais c'est aussi le resto qu'on a créé dans une structure et qui va être le plus gros pourvoyeur de loyer de très loin dans le tiers-lieu. Et donc, ils sont tous… voilà. Et cette SIC étant là pour dynamiser à la fois, alors au sens architectural du terme, il parle de la couture, c'est-à-dire la couture qu'on fait d'abord à l'échelle du quartier, à l'échelle de la commune, de l'agglo, du département, et là on le voit bien, et d'Adrien, on était ensemble la semaine dernière à Carca, aussi le rôle que les tiers-lieux, les fabriques de territoire, mais pas que, vont jouer aussi au niveau de l'animation du territoire, au niveau régional. Et donc là, nous, on est tête de file sur plusieurs sujets, que ce soit régionaux ou nationaux, là-dessus, pour voir comment le tiers-lieu sort des murs, le tiers-lieu crée du sens, crée du lien. Et c'est ça qui nous intéresse beaucoup, quoi. Voilà. Et je ne vais pas vous assommer avec la présentation du projet, parce que d'habitude, je la fais en 40 minutes, alors je vais la faire en 5 minutes, mais l'idée, c'est plutôt que, voilà, si je devais donner un résumé à des potentiels porteurs de projets, c'est qu'il n'y a pas de modèle, il n'y a pas un seul modèle, en fait. Il y a des modèles qui s'adaptent à chaque taille de projet, à chaque typologie de projet, à chaque taille de territoire aussi, et que, par conséquent, c'est vachement important de créer le modèle qui ressemble à son tiers-lieu, à son collectif et à son territoire. Et que nous, on est juste là pour délivrer en one-way ce qu'on a fait, en disant, ben voilà, nous, ce qu'on a fait, c'est dans ce sens-là. On n'a peut-être pas raison, et ce qu'on a fait s'adapte sans doute pas du tout à d'autres projets. Mais en tout cas, les contraintes qu'on a eues, elles sont celles-là. La direction qu'on a eue, c'est celle-là pour telle et telle raison. Nous, on essaye de jouer à fond notre rôle de fabrique de territoire et d'accueillir et de répondre à un maximum de gens qui nous disent « Ah, on a telle problématique » et tout ça. Alors, à savoir qu'on n'est pas des consultants, mais on n'est pas capable de… Enfin, c'est pas qu'on n'est pas capable, c'est qu'en tout cas, aujourd'hui, on ne délivre pas d'accompagnement sur les projets, mais faire un retour d'expérience, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup et on est hyper content de partager ça avec Belleville, parce que je pense que les synergies qu'on aura ensemble sont hyper larges. Alan, pour tous les porteurs de projets qui sont là, je pense que n'hésitez pas à passer, si vous y allez, donc tu ne l'as pas trop dit, mais la Prairie qui est ouverte, c'est un super resto. Il y a deux restos, parce que le lien aussi, le resto d'insertion. Le resto d'insertion, c'est ouvert aussi sur Station A, plus la Prairie, le resto qui est là. Vous avez déjà des locataires, donc il y a une grosse phase de préfiguration qui a été lancée par la Station A. Donc, nous, de ce qu'on voit en France aujourd'hui, c'est difficile de faire mieux que Station A en termes d'activation d'un lieu de zéro. Franchement, c'est une leçon tous les jours. C'est des très gros entrepreneurs aveyronnais solides et soudés avec beaucoup de soutiens locaux. Il y a les restaurants Brasse, il y a les restaurants de la maison avec… et donc, du coup, ils ont… Alan, peut-être en deux mots, mais ils ont réhabilité un bus entier qui fait Footbus et qui est loué ou utilisé par des restaurateurs tous les jours différents de toute la semaine. Ils ont rénové un autre bus qui est le bus bar qui vient d'être ouvert. Ils ont fait énormément de couverts l'année dernière sur la Prairie, qui est le restaurant là. On y est allé. C'est vraiment hyper sympa. Voilà, je pense que vous voyez à l'image et tout ça. Et donc, je pense que si vous passez dans la région, n'hésitez pas. C'est un lieu qui est magnifique, à la fois en pleine nature, avec tous ces haras, ces grands entrepôts. Ils ont fait des brocantes. Si vous abonnez à leur réseau, voilà, ça, c'est le bar, le nouveau, je crois. Ils sont allés le chercher à Londres. Ils l'ont retapé. Ouais, on va avoir la visite ensemble parce que je ne l'ai pas vu encore. Tu l'as vu, toi, Adrien, non? Ouais. Voilà, en fait, ils sont assez incroyables parce qu'ils ont mis la main à la pâte. Surtout, ils ont retapé ce bus qui était vraiment complètement délaissé. Celui que vous allez voir, c'est là où ils font une rotation de restaurants avec des restaurants qui viennent tous les soirs de la semaine. Ils ont monté une coopérative de cyclistes pour délivrer, voilà, Biclou qui délivre des repas dans tout Rodez avec des cyclistes. Je crois qu'il y a même un cycliste pro qui est venu faire un tour. Donc, ouais, il y a une très grosse démarche entrepreneuriale qui a été lancée. Puis, vous voyez des bâtiments qui sont les anciens haras et chaque bâtiment aura une fonction à terme et une fonction aussi à court terme. Voilà. Donc, je pense, nous, en tout cas, avec Belleville, on est très fiers
de participer à ce projet et c'est une belle démonstration de ce que peuvent faire les entrepreneurs. Après, ils mouillent la chemise. Mais si vous avez des questions, je pense que… Et Alan, dernier truc peut-être pour laisser la parole à tout le monde, mais tu es quand même très connecté à tout l'ensemble de l'écosystème des tiers-lieux en France, fabrique de territoire, les coopératives de tiers-lieux. Donc, je pense que si vous montez des lieux aussi, c'est un bon contact. D'ailleurs, peut-être Alan, tu mettras ton mail. Nous, c'était essentiel en fait. C'est que très vite, on s'est rendu compte que la communauté des tiers-lieux, c'était hyper fort et que ça allait avoir un impact hyper puissant au niveau national. C'est que, en fait, ce dont souffre l'État français, c'est d'abord le côté strat, avec les plafonds de verre à chaque niveau, et le côté en silo, où le mec de l'insertion ne parle jamais au mec de l'environnement, qui ne parle jamais au mec de tout ça. Et le tiers-lieu, il est en train de faire exploser tout ça. C'est pour ça d'ailleurs que l'État aujourd'hui est en train de regarder, en train de financer des expérimentations à droite à gauche, parce qu'ils se rendent bien compte qu'on répond à un certain nombre de questions qui n'ont pas de solution d'un point de vue administratif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fonctionnement est tellement posé, ancré en silo et en strat que finalement, il y a des choses, si tu n'es pas dans la bonne case, jamais tu arriveras à le faire. Alors que le tiers-lieu, il est en train de péter tous les codes. Ça, c'est la première chose. Et juste ce que je voulais dire pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Station A, donc nous, on a eu les clés le jour du confinement, en fait, puisqu'on s'était commandé des pizzas en disant ça y est, c'est bon, le projet démarre. Et puis les potes, ils nous ont appelé en disant hey, vous devriez regarder, il y a Macron, il est en train de dire un truc à la télé. Je pense que vous devriez regarder ce journal télé. Et donc, on est rentré chez nous. Donc, on a ouvert le 16 mai l'année dernière. Et le lieu, il fait un 5800 mètres carrés de construit et à terme, il pourra développer 6500 mètres carrés. C'est 5,1 hectares en centre-ville de Rodez. Donc, on est à 300 mètres du musée Soulage. Donc, vraiment plein centre-ville de Rodez. Enfin, je dis musée Soulage parce que pour les gens qui ne connaissent pas Rodez, c'est peut-être la seule chose dont ils ont entendu parler. Et aujourd'hui, on a 31 résidents à temps complet. Alors, il se trouve que dans notre AOT, on n'avait pas le droit de faire de travaux, donc on était obligé juste de faire du rafraîchissement, remettre un coup de blanc et un peu de moquette, ce que je dis souvent. Et cet été, au pic de la saison, on sera 25 salariés. Donc, ça fait… Alors, ça ne sera pas en septembre, quand la saison sera terminée. Aujourd'hui, on est sur un modèle de restauration de plein air. Et quand ça sera terminé, on sera beaucoup moins de monde. Mais voilà, c'est ce qu'on a fait en un an Covid. Voilà. J'ai répondu à ta question, Alex, ou j'ai complété ce que tu voulais ou... Non, c'est top. Je pense que ça vaut le coup. Mais qu'on se fasse, Adrien, je te laisse la main pour c'est un petit tour de table. Enfin, voilà, une question. Carrément. C'est la parole à tout le monde. On vous laisse la parole, du coup. Alors, je ne sais pas dans quel ordre on procède. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions à poser sur Station A notamment? Station A, Belleville, peu importe. Moi, je veux bien, j'ai 2 questions. Cool. La première, c'est dans la SIC, il y a qui? On a parlé des usagers, j'imagine qu'il y a les salariés. Est-ce qu'il y a d'autres Salariés, c'est obligatoire dans une SIC. Oui. Ensuite, il y a les usagers. On avait créé un collège fondateur qu'on avait prévu qu'à terme, il puisse s'arrêter. C'était juste pour essayer de conserver la vision de départ. On a créé un collège investisseur en se disant qu'il y avait des gens pour qui… qu'il était intéressant qu'il y avait vraiment une démarche spécifique et voilà. Et après, il y a le collège collectivité, mais qui est vide, sur lequel, pour l'instant, on n'a aucune collectivité qui a voulu rentrer. Ça fait partie là de ce que j'essaie de faire le maximum en ce moment, c'est faire rentrer les 3 collectivités, à savoir agglo, département, région, et surtout, ce qui m'intéresserait beaucoup, c'est de faire rentrer les chambres consulaires. Parce que quand on dit qu'on veut réinventer la relation au travail, ou en tout cas réinventer, c'est peut-être un peu trop fort, mais en tout cas s'intéresser aux nouvelles formes d'organisation du travail, je pense que c'est hyper important, on les oublie souvent, et que c'est peut-être presque plus facile de bosser avec eux que de bosser avec les collectivités. Mais donc dans ce collège collectivité, j'aimerais beaucoup que les consulaires puissent rentrer, et voir peut-être même 1 ou 2 lycées, notamment des lycées techniques. Et Belleville aussi, en FEMI. Oui, mais vous allez rentrer, mais pas en collectivité. Je pense que vous allez rentrer soit en investisseur, soit en… Enfin, voilà. Mais oui, nous, on est hyper contents. Ça fait sens. Et puis là, tu vois, on a l'UTSMA qui vient de rentrer. Je pense que la Maïf, ils vont rentrer aussi. Il y a un certain nombre de structures. Et puis, d'entreprises aussi du territoire. Parce que nous, on a des enjeux. Alors, je sais pas, je connais pas exactement tous les territoires sur lesquels vous êtes, mais on a des enjeux qui sont beaucoup moins médiatisés que les QPV et tout ça. Mais en tout cas, en termes d'attractivité et de développement territorial, on a des… Enfin,
tout le monde dit le numérique, c'est génial, on peut tous tout faire de partout. Ben ouais, ben le numérique, ça veut dire aussi que tous les territoires sont en concurrence. C'est-à-dire qu'avant, enfin voilà, c'est que ce que tu peux faire ici, tu peux le faire ailleurs. Et donc, quand tu es dans une politique, une stratégie d'attirer des nouvelles populations dans un territoire, ça se joue pas juste avec un gros tuyau de fibres qui arrive, quoi. Ça se joue aussi à d'autres types d'équipements, pour d'autres types de populations. Alan, tu as en tête le nombre d'adhérents à la SIC? 55 pour le moment sociétaire. Alors, il faut savoir qu'on a fait une création ultra minimaliste parce qu'on ne voulait pas être 200 à signer les statuts. On avait prévu que 2 mois après, on ferait venir des nouveaux sociétaires. Là, en fait, il n'y a eu qu'une seule entrée qui a eu lieu à l'AG la semaine dernière, donc on est 55. Et le but, c'est que ça soit vraiment de massifier et de dire, bon, ben voilà, chaque utilisateur, chaque personne intéressée par le développement de son territoire, chaque personne qui trouve que ce qui se passe là est utile, puisse y rentrer. C'est pas, moi, en tout cas, ce sur quoi je me base, c'est que ça soit pas, on s'est fait chambrer à un moment par le département qui nous a sorti un truc qui m'a fait crever de rire. C'est quand on a fait les potagers pendant le confinement, il a dit oui, on voudrait pas que ça devienne les jardins des cadres du parti. Ben non, nous, on veut surtout pas que ça soit un entre-soi et on veut que ça s'ouvre le maximum aux gens du territoire. Et bon, après, c'est... Pardon. Peut-être, Alan, tu peux dire un mot sur Station A Invest aussi pour que les gens aient en tête ce dispositif en 2 mots. Ouais. Ouais, alors Station Invest, c'est quelque chose qu'on a créé et qui aujourd'hui commence à être regardé et peut-être ça sera dupliqué dans pas longtemps. C'est qu'au tout début, la Caisse des dépôts nous a dit on est d'accord que les gens de Station A rentrent au capital de la foncière, mais en tout cas, vous ne rentrez pas de façon décousue, chacun avec 1 000 euros ou 5 000 ou 10 000 ou 20 000 en fonction de vos besoins. Donc, ce qui est assez classique, ils nous ont dit de créer une tous. Et nous, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que autant la foncière qui porte du quasi immobilier, puisqu'un bail à 50 ans, on est quasiment sur du dur, mais même si c'est pas... aller en plus reverser des dividendes, parce que la Caisse des dépôts nous impose une rentabilité à 5,5%, et encore, il nous faut une fleur, parce que d'habitude, c'est plutôt du 7%, c'est juste parce qu'on est dans le dispositif des 200 villes dont on parle tout à l'heure, des 200 petite ville et un peu en centre de ville. Ouais, cœur de ville, voilà, c'est ça. Et donc, du coup, on s'est dit, ben, OK, la foncière, elle va rapporter des dividendes. Elle n'a pas une vraie utilité à part de faire de la réhab. Donc, c'est pas très logique parce que tout le monde va vouloir investir là-dedans où il y a 0 risque et une rentabilité, grosso modo. Et nous, on s'est dit, ben, on va avoir besoin de fonds propres sur la SIC aussi, qui, elle, rapporte pas de dividendes, mais c'est elle qui porte toute l'activité culturelle, toute l'animation du lieu, toute la cohésion, enfin, tout le sens de toute la substance du tiers-lieu. Et après, on veut aussi pouvoir accompagner d'autres structures, et ça a été le cas du restaurant où on ne voulait pas que ça soit géré par un tiers, et donc on a décidé de recréer une structure. Et donc Station Invest, en fait, avait vocation à rentrer au capital de la foncière. Pour une grosse partie, ça sera, je pense, autour de 70%, puisque c'est là qu'il y a le besoin de plus de fonds propres. Mais elle va être obligée de rentrer dans la SIC, obligée de rentrer dans Station Alimentation qui porte le resto et le projet alimentaire au sens plus large. Et donc, l'idée, c'était de dire, bon, ben toi, Alex, qui va mettre 10 000 euros dans Station A, on va t'obliger dans tes 10 000, il y en a 7 qui vont partir dans la foncière où ton argent sera relativement sécure. Il va en plus rapporter des dividendes, mais on va te dire, ben, sur les 10 000, il y en a 7 dans la foncière, 2 dans la SIC, où pour le coup, c'est de la pure exploite, donc c'est du risque. En plus, une SIC, ça ne rapporte pas de dividendes. Et puis, il y en aura 1 000 qui vont partir dans le resto, où là, ce sera de la pure exploite, donc risqué, mais par contre, potentiellement rentable. Et voilà. Et donc, du coup, quand tu vas apporter dans Station Invest, tu sais que ton argent il va être utilisé au moins à ces 3 projets, mais peut-être même à d'autres. Si demain, on veut faire une bière, si demain, on veut faire venir un boulanger, si demain, on veut faire des choses qui ont du sens et qui sont importantes pour le tiers-lieu, ben, le rôle de Station Invest, c'est de jouer ce rôle d'apporteur de fonds propres et d'initiateur de d'autres projets. Et on imaginait même potentiellement que si demain, tu as un mec qui a une super idée, qui travaille bien, qui est résident dans ton tiers-lieu, qui n'est pas forcément associé ou administrateur du tiers-lieu, il n'arrive pas à avoir accès au crédit, ben, on pourrait très bien lui prêter 10 000 pour qu'il aille en prendre 30 000 à la banque et qu'il lance son aventure. C'est aussi ça. Et l'idée, c'est de voir comment le tiers-lieu et Station Invest peut être aussi une foncière de territoire ou une structure d'investissement de territoire, sans tomber dans le côté
fonds avec à l'AMF et tout le bazar, quoi. C'est de trouver quelque chose d'assez léger avec des gens qui ont un lien fort avec le territoire et qui, du coup, décident de mettre de l'argent dans cette structure parce qu'ils savent qu'elle va aider le projet et potentiellement qu'elle va pouvoir animer un peu aussi le territoire. Okay. Ouais, juste Adrien, je vais dire un truc pour Marion et peut-être, je vois donc pour info, pour tous les participants qui sont là, il y a Marie Domiti qui nous a rejoint. Je ne sais pas si son micro sera ouvert, mais si Marie, tu veux dire un mot, qui est directrice d'exploitation de Belleville, qui a une très grosse expérience dans l'exploitation de lieux, le montage de halles, etc. Et du coup, je laisserai en parler si elle peut. Et donc, si vous avez des questions en ce sens, en plus, Marion, elle connaît bien Bordeaux, puisque Marie Domiti a beaucoup travaillé à Bordeaux. Et donc, je crois que c'est Marion qui porte le projet à Bordeaux. Ouais. Et donc, voilà, c'est juste un mot. Et peut-être si certains ne sont pas familiers des SIC, peut-être n'hésitez pas aussi à poser des questions en ce sens. Peut-être Marion, tu as une deuxième question. J'avais ma deuxième question, ouais, merci. Le statut de la foncière. Ça sera une SAS. Et ça, c'est imposé par la Caisse des dépôts, tout simplement. Ou ça aurait pu être une SCI ou une SAS, dans le sens où je pense qu'il n'y aura pas de salariés. Il n'y aura jamais de salariés. Mais je ne saurais même pas expliquer pourquoi ils préfèrent ça. Je ne sais pas si vous savez, Alex. Mais en tout cas... Pour se rémunérer. Ouais, après, une SCI peut rémunérer aussi. Non, tu limites la responsabilité. En fait, dans le cas d'une SCI, les associés sont responsables solidairement des dettes. Ce n'est pas le cas d'une SAS. Donc, ça permet à la caisse de mettre un pare-feu et d'être responsable du crédit qui est pris sur l'opération. Nous, on a eu un écho comme quoi la caisse aurait mis en place un système, on va dire une structure qui permet d'investir dans des SIC, chose qui, je crois, était un peu compliquée, voire impossible. Oui, je sais pas, parce qu'en fait, nous, on a beaucoup de projets avec la Caisse des dépôts, on n'a jamais entendu parler, enfin, ils nous ont jamais proposé ça, mais je pense qu'ils peuvent. Je sais pas si toi Marion, Nous, on discute avec la Banque des Territoires qui fait partie du groupe Caisse des dépôts, on est d'accord. Ouais. C'était une question que j'allais poser d'ailleurs quand vous parlez de Caisse des dépôts. Est-ce que c'est pareil pour vous, Banque des Territoires ou pas? On parle de la même chose. Ouais, ok, on parle de la même chose. Mais par contre, la Banque des Territoires peut aller sur de la SIC. Hein. Nous, elle nous a dit que ça ne posait pas de problème. Ok. Elle ne vient pas avec les mêmes outils que pour les foncières. Mais ils ont créé depuis pas longtemps, ils font des titres participatifs dans les SIC. Et nous, ils nous l'avaient proposé, puis ils se sont rétractés. Il faudra voir après si on a besoin ou pas de creuser. Et du coup, j'avais une dernière question peut-être, et après je laisserai peut-être les autres poser, pardon, tant que je suis lancée. Du coup, ce système de sous-location, j'ai compté, il y a 4 échelons, quoi. Il y a le département qui loue à la foncière qui loue à la SIC qui loue au locataire. Et le locataire, il arrive à avoir un loyer dans les prix du marché, raisonnable. Nous, en fait, on fait une prestation de service, on ne fait pas du loyer. Le loyer correspond à peu près à 9 € hors taxe du mètre carré. Mais la prestation qu'on facture, elle est à 22 € hors taxe. Et dans les 22 € hors taxe, il y a toutes les charges classiques. Il y a tous les services en plus. Donc, c'est-à-dire, quand je dis charges, c'est eau, électricité, chauffage, grosso modo. Ensuite, il y a tous les services. Ça, c'est la reprographie, les salles de réunion, la visio. Là, on vient d'acheter un écran à 13 000 € hors taxe pour faire de la visio et tactile et du dessin et tout ça. Donc ça, c'est des services. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle la contribution à l'animation et à la communication. Et donc ça, c'est à la fois la contribution à l'animation, c'est le service c'est notre salaire à nous. C'est ce qu'on fait dans le tiers-lieu. Et ensuite, la communication, c'est les événements qu'on monte vraiment à destination de ce qu'on appelle les stationnotes. Et les stationnotes, c'est tous les résidents. Et, voilà. Et donc ça fait un 22 € hors taxe le mètre carré, ce qui fait qu'à Rodez, c'est légèrement au-dessus, mais très très légèrement au-dessus du prix du marché, ce qui permet de ne pas se mettre à dos aussi tous les bailleurs. Parce que si on était venu en faisant un dumping et en louant moins cher que le prix du marché, on se serait fait complètement dézinguer. Donc c'est le service, c'est la prestation qui est imposée. Hein. Personne ne paye juste le loyer. En gros, on paye. Non. Alors, il y aura, dans la deuxième phase, quand on sera sur la partie construction, par exemple, je pense que la micro-crèche, quand elle va venir à l'intérieur du projet,
Elle va venir sur des coques brutes fluides en attente où elle va faire tous ces aménagements. Et donc, il est possible qu'elle vienne vraiment sur du bail 369 classique et qu'on lui retire un maximum de choses. Tout comme on a un projet de brasserie et de bière, hein. Et là, pour le coup, les charges, c'est vraiment très spécifique parce que ça consomme beaucoup d'électricité. Et donc, du coup, je pense qu'il est possible Là, pour le moment, tout le monde est au même niveau. C'est-à-dire que tu sois... Nous, aujourd'hui, on a du tertiaire, du bien-être et des ateliers avec des artisans ou des artistes. Et à partir du moment où tu es dans les lieux, tu as ta part de contribution à l'animation, tu as ta part de tout ça. Et quoi qu'il arrive. Et c'est un loyer annuel là que tu me donnes? Non, c'est mensuel. Ah ouais. En plus, c'est en ce sens que c'est de la prestation de service, c'est que si tu décides de partir, tu as un mois de préavis. Donc nous aussi, c'est là on a un risque. Donc on prend en compte cette vacance qu'on avait estimée au début. Et du coup, on sait que qui que ce soit peut décider de partir pour le mois d'après. Et c'est aussi ça, la souplesse que ça apporte aux résidents, quoi. L'idée, c'est que ça soit très flexible. C'est vraiment un service clé en main, là, hein, ce que tu dis, c'est difficilement comparable avec un loyer classique parce qu'il y a énormément de prestations dans ce prix. Oui, le loyer, c'est même pas la moitié. Enfin, la quote-part de loyer, c'est même pas la moitié du prix. Okay. Et juste là-dessus, parce que par rapport à la question de Marion, là, tu as la SIC, donc tu parlais des différents échelons. Il y a une SIC qui se situe entre les deux. Nous, on a des projets où la foncière loue directement au locataire et la SIC est plutôt à côté avec une prestation d'animation. C'est ce qu'on fait sur les halles de la cartoucherie, où la vocation de la SIC, elle n'est pas de porter un loyer, notamment en plus une responsabilité dans ce loyer. Donc, et ce qui peut jouer, c'est par exemple la Caisse des dépôts qui va dire, moi je veux un locataire unique. Je prends cet exemple. Dans ce cas-là, tu peux être amené à dire, je mets la SIC entre les deux. Dans certains cas, cette contrainte n'existe pas et donc on peut avoir des sous-locataires. Et d'ailleurs, la différence, c'est que sur la cartoucherie, on a 4 gros sous-locataires. Donc, ça permet quand même de limiter le risque en disant à la caisse, bon, bah, vous voyez, on a 4 grosses entités, restauration, travail, etc., qui elles louent au-dessus. Et après, il y a ces locataires-là, eux, reversent une quotité de charges vers la SIC qui, elle, se dispose d'un budget et ce budget-là le met à profit de l'animation, de la communication, etc. Donc, c'est une autre manière de faire qui existe aussi. Nous, on n'a pas eu le choix, en fait, parce qu'ils ne nous connaissaient pas et qu'ils ont fixé leur cahier des charges. Le département voulait louer à une structure où il y avait obligatoirement la caisse des dépôts. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu la foncière. Ensuite, ils voulaient pas séparer le lieu, donc il fallait une seule structure en dessous. Après, quand on a rencontré la Caisse des dépôts, ils voulaient pas avoir le risque de vacances. Donc, ils voulaient que la foncière loue à une seule personne. Et c'est là qu'on a, nous, réussi à imposer que ça soit une SIC, parce que sinon, au début, ils voulaient que ça soit une société commerciale classique. Mais la Caisse des dépôts, ils disaient, OK, on veut bien porter la réhabilitation, mais on veut un seul interlocuteur qui prend en charge 100% du loyer. Grosso modo, ils savaient que eux, ils voulaient que ça soit très simple pour eux. Le montant du loyer qui remonte de la SIC, paye le remboursement du crédit, il y a un dividende de 5% ou 5,5%. Et voilà. Eux, c'était... Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a été obligé de créer ces étages-là. Et après, on a eu quelques possibilités d'adaptation, notamment de dire c'est une SIC, parce qu'au début, ils n'étaient pas ultra chauds. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme possibilité d'adaptation? Enfin, il n'y a pas eu grand-chose, hein, quand même, hein. Il y a eu... Ils nous ont un peu dit, à partir du moment où les banques vous suivent sur le crédit, nous, on est OK. Ouais, et station alimentation aussi. C'est que nous, on a décidé de sortir station alimentation, mais ça, c'est plus lié au fait que dans le projet, on avait des gens qui venaient de plein de corps de métiers différents, mais on n'avait pas de restaurateur. Et pour autant, on n'était pas prêt à le confier à un tiers. On voulait vraiment que ça soit lié au projet. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a créé une structure à part, mais avec 2 restaurateurs de Rodez. Et a posteriori, on a vraiment bien fait parce qu'on s'est rendu compte que toutes les incompréhensions du monde associatif qu'on était et SIC qu'on est devenu, le fait que ce soit des restaurateurs qui étaient déjà implantés à Rodez, ça nous a évité un grand nombre de problèmes. Et Marion, est-ce que on a répondu à tes questions? Tu avais d'autres points à... Oui. Juste une réaction, la Banque des territoires, du coup, ils ont accepté de financer sans propriété des murs et du sol, quoi. Il y a 50 ans.
Ouais. il y a 5 ans. Alors, Ils ont Ils pas ont même aimé. mieux que ça, c'est qu'ils acceptent de financer, ce qui est la première fois en France, ils acceptent de financer et de rentrer avant les études. C'est-à-dire que là, on a fait une première étude de FESA qui nous a coûté 90 000 euros, mais là, il y a la grosse étude à 400 000 euros qui va arriver, et ils ont accepté de rentrer dans la foncière avant. Et donc de rentrer pour financer ces études-là aussi, quoi. Et donc, potentiellement, même s'il y a quand même peu de chance, là, c'est vous, Alex et Adrien, qui connaissez mieux le sujet, mais normalement, une étude, elle peut quand même te dire, ah ben non, c'est pas possible, quoi. Donc là, ils ont quand même accepté de le faire, Surtout c'est si qu'ils ont elle quand même coûte 400 confiance. 000 euros. Ouais. Après, ils il financent rentre pas aussi, tout, quand même. il rentre aux côtés de Belleville Station A et aussi du Crédit Agricole. Donc, il y a quand même un beau panel d'acteurs. Le projet fonctionne bien. C'est un risque qu'on co-porte. Qu'on Donc, partage. quelque part, on aurait trouvé un peu étrange que des acteurs comme nous, pas forcément avec les épaules de la Caisse des dépôts, puissent, nous, on dise, OK, en tant qu'investisseur, on va prendre des risques pendant 6 mois. Et c'est ce qu'on fait sur tous nos projets, puisque quand on s'investit dans un projet, c'est-à-dire qu'on porte les études et le permis de construire jusqu'à la levée des conditions suspensives des banques qui nous financent et qui, elles, on met de manière systématique, d'une part, l'obtention des permis et des autorisations administratives purgées, et d'autre part, là, il peut y avoir d'autres conditions, mais voilà. Et la Caisse des dépôts, généralement, met comme condition l'obtention du financement et l'obtention des autorisations. Donc, ça veut dire que nous, on prend tout le risque pour un projet dans lequel ils vont co-investir avec nous. Ça aurait été un petit peu trop. Mais sur Verdun, Seb, on est avec la Caisse des dépôts. Voilà, ils vont co-porter les études aussi, de mémoire. Ouais, c'est ça. Ils peuvent rentrer un peu avant. Ils ont juste besoin d'une validation comité, puis quand même d'avoir des éléments rassurants sur la faisabilité de l'opération, voilà, que ce soit pas un projet embryonnaire, et d'être à peu près sûr que ça va se réaliser. On peut peut-être continuer le tour de table pour laisser la parole à tout le monde. Cool. Est-ce que quelqu'un... Qui veut prendre la parole? Je sais pas si c'est Didier ou Guillaume qui veulent... Vous avez peut-être des questions? Moi, je veux bien prendre mon tour de remarque. Je trouve qu'effectivement, c'est quand même un projet un beau projet, mais assez singulier, parce qu'on se doute bien qu'une telle surface en plein milieu, en plein centre-ville, avec des banques qui signent sans avoir vu l'étude de faisabilité, ça nécessite un ancrage local extrêmement fort. Donc, oui, à condition de faire entrer les partenaires publics effectivement dans la SIC, mais je pense que là, il y a vraiment une singularité en termes d'interconnaissance au départ qui rend le projet possible. Et c'est peut-être ça là, sur le point sur lequel j'aurais aimé avoir un peu plus de renseignements pour comprendre comment est-ce qu'on peut partir comme ça sur un projet d'ampleur avec un emplacement de rêve comme celui que vous avez décrit. Et deuxième petite question, c'était sur la dimension économie sociale et solidaire, puisque moi je représente un pôle d'économie sociale et solidaire. Vous avez fait référence à quelques acteurs, notamment des mutuelles. Et j'étais étonné au moment où vous avez dit que vous allez faire rentrer les chambres consulaires. Quid des structures de l'ESS qui coordonnent ou qui animent un peu l'ESS? Alors, sur l'ESS, nous, aujourd'hui, qui vont rentrer au capital de la structure, pour l'instant, à part Force Active qui va venir sur des besoins qui vont venir sur des besoins assez limités de BFR et des choses comme ça, pour le moment, on n'a pas d'autre acteur qui s'est réellement positionné pour venir soutenir ou investir dans le projet. Si c'est purement en termes d'investissement que tu parles. Après, nous, ce qu'on fait vraiment avec notre SIC, c'est qu'on joue à plein le IC de la SIC. C'est-à-dire que là, par exemple, cet été, il y a presque 40 000 euros de budget de culture, d'animation et de choses qui fait que le tiers-lieu il va être complètement gratuit, ouvert à tous, à toutes les catégories d'âge. On a pas mal de choses qui sont autour de la jeunesse, on a pas mal de choses qui sont... Donc, on joue, nous, à plein ce rôle-là. Maintenant, te dire que on se rend compte aussi, ça, c'est pas lié qu'à l'ESS, mais c'est lié
à tous les gens qui gravitent autour de Station 1, c'est qu'on a vraiment besoin de faire nos preuves. C'est que, je sais pas comment te dire, on n'est toujours pas invité aux réunions culture de la mairie, on n'est toujours pas invité. Là, vient de lancer, comme on disait tout à l'heure, la coopérative de livraison à vélo, mais on fait toujours pas partie du plan vélo sur l'agglo. Enfin, c'est que des choses comme ça. Au niveau touristique, aujourd'hui, on a un départ de visite touristique qui est de chez nous. Enfin, il y a 10 départs de visite touristique depuis Station 1, mais on ne fait toujours pas partie des comités de direction touristique. On a besoin de faire nos preuves partout. Et je crois que dans les structures de l'ESS, c'est la même chose, quoi. Donc, du coup, si je comprends bien, c'est le soutien initial, c'est le département, la ville du tout, quoi. La clé de la possibilité de ce lieu en plein centre-ville. On n'a aucun soutien. Et honnêtement, le département, on a été le chercher avec les dents parce qu'ils ont lancé un appel à projet pour savoir ce qu'ils allaient faire de ce truc-là, en disant on ne veut pas mettre d'argent en fonctionnement, on ne veut pas mettre d'argent en investissement, on veut que le lieu il redevienne ouvert à tout le monde, on veut que ça soit quelque chose autour de l'entrepreneuriat. Ils ne connaissaient pas encore ce que c'était qu'un tiers-lieu quand on a répondu. Donc nous, on avait l'impression que le cahier des charges était fait pour faire un tiers-lieu, mais à l'époque, eux, ils ne savaient pas. Ils avaient envie de faire soit un musée de l'économie des énergies renouvelables, soit, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme projet, un institut des arts culinaires, soit, enfin voilà. Les projets qu'ils auraient aimé voir dans le lieu, il y avait ce genre de trucs. Et puis là, d'ailleurs, ils ne nous soutiennent toujours pas. Enfin, c'est pas qu'ils ne nous soutiennent pas, ils ne nous tapent pas dessus non plus. Mais aujourd'hui, on vient d'investir 200 000 euros dans le projet, rien que sur notre exploitation de l'année dernière, et en ayant mis 28 000 euros d'argent perso au début de l'aventure. Donc, vraiment sur notre exploitation pure. Et même, tu vois, le remaillage des toitures, c'est 70 000 euros, ils ne le font pas hein, pour le moment. Donc, on n'a pas, enfin, moi, je ne veux pas qu'on dise qu'on a un soutien du département. Après, par rapport à la question de Guillaume, je pense que ce qui est important, c'est pas justement, il y a pas une corrélation directe entre ce qui se passe là et ce qui se passe ailleurs. C'est-à-dire que tu vas avoir des cas où le soutien il est très fort d'un côté, très fort côté ville. Parfois, c'est très fort côté région et pas côté ville. Voilà, ça dépend des cas. Et je pense que Alan, peut-être le soutien qu'on a sur Station A du département, c'est quand même que ils essayent de concrétiser la signature d'un bail, même si là, il y a des rebondissements, les élections ont joué à ça, mais bon, il y a quand même eu un soutien du président du département pour mettre en place un bail. Après, ça ne veut pas dire qu'il y a pour autant un soutien financier. Chaque fois, c'est quasiment des deals cas par cas, quoi. Ça, j'entends bien. Hein, c'est juste souligné par rapport aux porteurs de projets que j'ai, dans des projets parfois bien moins ambitieux que celui-ci. Quand même, avoir accès à un lieu comme celui-ci, même s'il n'y a pas de financement particulier derrière, etc., de gros investissements derrière, ne serait-ce qu'avoir la possibilité de disposer d'un lieu aussi gigantesque en plein centre-ville, c'est en ce sens que je parlais d'un soutien. Mais j'entends bien hein, tout ce que vous avez souligné là. Tu as raison, Guillaume. Pour répondre aussi à la première partie de ta question, le lieu il est clairement exceptionnel et en plus il était très méconnu des Aveyronnais dont je faisais partie. Hein. C'était un lieu qui était fermé, les haras nationaux, il se passait des choses, personne ne savait trop ce qu'il y avait dedans. Donc il y a eu quand même à un moment donné une confiance avec le département pour avoir une AOT. Après, Alan il est peut-être un peu échaudé parce qu'on voulait concrétiser tout ça avant au premier trimestre avec cette promesse de bail. Et la politique est rentrée en jeu, hein, comme vous l'avez dit là. Et effectivement, malgré un vrai soutien franchement du président Galliard du département de l'Aveyron, qui nous a invités à essayer de défendre le projet, on n'a pas réussi à aboutir, mais ça a été lié clairement à de la politique. Hein. Et à nous maintenant de recréer de la confiance et de repartir sur des nouvelles bases avec une nouvelle équipe. Ça, c'est les aléas assez récurrents des projets de territoire à fort enjeu politique. Quoi. Après, je ne le souhaite pas hein, et je pense que c'est vraiment pas encouragé. Je pense qu'un vrai tiers-lieu qui fonctionne bien, c'est un tiers-lieu qui fonctionne bien entre un collectif qui est à l'intérieur du projet et là, une collectivité qui a un peu envie d'émuler, d'inventer des nouveaux trucs. Et ceux qui vont le mieux marcher, c'est ça. C'est quand on arrive à créer une vraie synergie entre l'opérateur public et l'opérateur privé, que l'opérateur privé a pas peur de la collectivité et que l'opérateur public a pas peur du privé. Et là, ça peut super bien marcher. Et d'ailleurs, nous, aujourd'hui, moi, ce qui m'éclate dans les instances nationales et régionales, c'est de voir
les endroits où on arrive à additionner l'intelligence publique et privée, les effets leviers que ça a sur les territoires, c'est incroyable, quoi. Mais tu vois, là, tu touches Enfin, c'est pour cette question-là, nous, indépendamment de la question des tiers-lieux, c'est des sujets qu'on voit, nous, avec Belleville, tous les jours. C'est pour vous donner des exemples par rapport à des projets sur lesquels nous, on va s'investir ou non, vu que tous les projets sur lesquels on s'investit en tant que foncière sont forcément des projets compliqués, puisque c'est des projets sur lesquels on a un équilibre économique qui est serré, vu qu'on essaye de faire que ce projet serve à l'accès au logement, à favoriser l'accès à des locaux culturels, etc. Donc forcément à l'intérêt général. Donc de fait, on ne va pas aller, on essaye de maximiser les loyers modérés, de pousser ça. Donc nous, si on va déjà se battre contre un modèle économique qui est serré, et en plus on doit se battre contre la collectivité, on n'y va pas. Donc, ce qu'on dit tout simplement, c'est on dit à la collectivité, soit vous êtes avec nous et vous suez un peu avec nous. Ça ne veut pas dire forcément que vous mettez de l'argent. Ce n'est pas forcément toujours ce qu'on demande parce que soit ce n'est pas ça dont on a besoin, ou enfin, à la limite, on accepterait. Mais par contre, à minima, ce qu'on veut, c'est, on en parlait encore avec quelqu'un ce midi, c'est au moins un carnet d'adresses. Au moins, on est allé voir un projet à Sens, par exemple. Ben, la ville de Sens, peu importe ce qu'ils veulent faire derrière, ils nous ont ouvert les portes, on s'est assis et on a vu, ils nous ont fait venir tout le monde. Donc, ça veut dire qu'on a pu avoir accès à tous les acteurs locaux pour comprendre comment se passait la ville et essayer de comprendre si ce qu'on allait proposer avait du sens. Donc, en tout cas, pour nous, c'est un critère, c'est un critère de base de se dire, soit la ville, elle prend une part de responsabilité, la collectivité, en mettant de l'argent, du temps, de l'énergie, et à chaque fois, c'est ou du temps, ou de l'énergie, ou du réseau, etc. Soit elle veut un produit tout fait et elle s'adressera à quelqu'un d'autre. Parce que nous, on n'est pas là pour produire quelque chose de tout fait pour quelqu'un, ou alors c'est dans notre seul et unique intérêt. Et du coup, on y perd beaucoup. Il faut voir, j'ajouterais quelque chose sur la dimension immobilière, c'est des projets quand même qui demandent beaucoup d'argent quand même aussi en transformation de lieux et en travaux. Et ce qui fait vous pouvez avoir des sites en France dispo où il n'y a pas de repreneur aujourd'hui, où les villes sont contentes de voir des acteurs arriver. Après, c'est là où le soutien il est limité. Généralement, il y a très peu de budget. Là, clairement, la station A, c'est un truc d'exceptionnel, mais j'avais étudié à l'époque les haras nationaux à Blois, où finalement l'immobilier ne coûtait pas très cher parce que les coûts de transformation étaient tellement élevés et que l'immobilier dans ces villes-là ne vaut pas forcément énormément d'argent qu'ils sont contents déjà d'avoir quelqu'un qui réactive et qui va créer quelque chose. Donc, c'est vraiment des choses qui peuvent arriver. Avec Sparlet de Sens, par exemple, je pense qu'on est un peu dans le même cas où le bâti ne vaut pas grand-chose et ils sont contents d'avoir des acteurs qui viennent et qui redonnent vie et qui va créer de la valeur par autre chose plus que par une simple cession d'actifs. Pour info, le lieu dans lequel on est fermé, ça coûtait 150 000 € par an au département, tout fermé et non chauffé. Et en exploitation, ça coûtait 600 000 par an. Parfait. Guillaume, on a répondu à tes questions. Tu voulais des précisions encore? Oui, très bien. Ouais, merci beaucoup. C'est vrai. Super. Qui a d'autres questions? On va oui. Bonjour. Nous, on est loin de chez vous. On est en Bretagne, donc on n'est pas près de chez vous. C'est un projet où on voudrait créer une foncière et une réserve foncière partageable pour essayer de faire un démembrement en CLT. On crée une structure qui achète, qui réhabilite le terrain et qui reloue aux constructeurs. Sur ce terrain-là, il y aurait un habitat groupé, de l'habitat inclusif, des lots libres, et puis dans les lots libres, il y aurait de l'habitat léger. Il pourrait y avoir aussi une structure, on peut imaginer aussi une structure d'accueil des assistants maternels, choses comme ça. Mais donc, le principe, ça serait de faire un CLT sans passer par les bailleurs sociaux ou un office foncier solidaire. Et donc, je cherchais quelle piste pour créer ça. Voilà. Et Daniel, je crois que on a été en échange de mails à un croisé, mais vous avez échangé avec Diane, je crois. Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà, de chez nous. Je pense que, parce que sur la Bretagne, il n'existe pas d'OFS, ou qu'est-ce qui fait que vous, aujourd'hui, vous ne voulez pas passer par un OFS? Parce que passer par un OFS, on est obligé de passer par un bailleur social.
lui construit. Et donc, ce n'est pas du tout le modèle comment, parce qu'il y a une multiplicité d'actions habitantes sur le lieu. C'est-à-dire qu'un bailleur social, il ne va pas accepter de l'habitat léger. Voilà. Entre autres, c'est un exemple. En fait, c'est un bon exemple parce que pour faire un parallèle avec des choses qu'on rencontre. Ouais, vas-y, allez-y. Et aussi, pour l'habitat groupé aussi, pourquoi passer sans le bailleur social, même pour l'habitat social, en coopérative d'habitants, en SAS coopérative, on peut porter de l'habitat social. L'avantage par rapport à un bailleur, c'est que le bailleur, il a un bâtiment dédié spécifiquement à l'habitat social. Il n'y a pas vraiment de mixité sociale inclusive dans les bâtiments. Chose qui peut se faire autrement. Il y a un exemple, c'est le pré commun à Nantes, où ils ont des accès par PLS. Quoi. Peut-être deux choses, mais Adrien, tu pourrais peut-être réagir sur parce que peut-être que les bailleurs, Adrien, tu avais 15 ans chez les bailleurs, vous faites peut-être des logements sociaux, non mixtes, je veux dire, où ça arrive jamais. Ouais, alors, juste sur la piste logement social, moi, effectivement, je la connais par cœur. Comme a dit Alex, j'ai fait presque 15 ans là-dedans. On est parfois surpris par leur niveau de créativité et d'inventivité. Moi, j'ai un exemple là qui est juste derrière moi. Il y a un bâtiment qui s'appelle Les 80 à Toulouse, à côté de la halle de la Cartoucherie. C'est une SCIAPP, Société coopérative d'accession progressive à la propriété, quelque chose comme ça. Donc là, c'est des bailleurs qui ont constitué des sociétés. Et pour que chacun puisse accéder à la propriété alors qu'il n'est pas en capacité financière de le faire, c'est de l'achat progressif de parts. Donc on achète progressivement des parts pour à la fin devenir propriétaire. Donc ça, c'est des modèles qui existent, qui sont de mémoire permis par la loi Allure et qui ne se sont pas énormément déployés, mais dont certains bailleurs sociaux se sont emparés pour aller vraiment sur des modèles très innovant. Alors peut-être comme le vôtre, je ne sais pas si le niveau d'innovation pourra atteindre ou pas un bailleur social, mais sachez qu'il y en a quand même qui sont particulièrement innovants. Et je sais que notamment à Nantes, pour les avoir croisés pas mal de fois, ils ont aussi tous les ans, ils aiment bien avoir 2-3 projets qui sortent totalement des clous pour expliquer aussi leur engagement RSE, pour innover, pour tester d'autres pratiques. Donc fermez peut-être pas de suite la porte à ce type d'acteurs. Après, moi, sur ma connaissance que j'ai du BRS, le bail réel solidaire, alors je ne sais pas si tout le monde connaît ça, mais c'est l'idée d'être propriétaire de murs, mais pas du foncier en dessous, et d'avoir un loyer sur un bail qui dure 99 ans. Donc ça, c'est le fonctionnement du bail réel solidaire. Donc ça permet aux gens d'avoir des prix d'achat d'un bien immobilier, d'un appartement, 20 à 30% en dessous de prix marché. Et puis ça permet aussi à des opérateurs du coup à être dans des lieux qui sont attractifs. Nous, par exemple, au centre-ville de Toulouse, aucun bailleur social ne pouvait acheter de biens immobiliers. Depuis le bail réel solidaire, les bailleurs sociaux reviennent, se repositionnent sur des biens qui sont attractifs parce que le coût du foncier, c'est un prêt de 70 ans. Et du coup, on arrive à étaler totalement la valeur foncière sur une durée très longue. Et ça permet de remettre à disposition des biens intéressants. Donc, moi, ma connaissance que j'ai de ce dispositif, c'est que l'agrément préfectoral pour être organisme foncier solidaire, il est nécessaire. Nous, à Belleville, on ne l'a pas, par exemple. C'est peut-être un développement qu'on aura un jour, mais nous, les seuls projets qu'on étudie là-dessus, c'est plus en partenariat aujourd'hui avec des structures qui ont cet agrément. Donc, après, peut-être il faut imaginer quelque chose, un système différent, sortir de ce cadre-là strictement et trouver un opérateur qui est prêt à apporter ce foncier. Est-ce qu'il aura accès à un prêt long terme comme les autres? Ça va quand même être compliqué. Donc, voilà, je pense qu'il faut vraiment explorer à fond toutes les solutions conventionnelles, pousser les bailleurs sociaux, voir s'il n'y a pas des acteurs aussi, peut-être moi, je pourrais vous conseiller de rencontrer, mais vous l'avez peut-être déjà fait, tout ce qui est organisme qui pousse les modèles coopératifs. Il y a l'URSCOP, il y a la Fédération des coopératives HLM. La Fédé des coop, elle est très, très active et très innovante. Et puis, il y a quelques acteurs aussi. Nous, à Toulouse, on a une structure, par exemple, qui s'appelle Fairville. Vous pouvez regarder sur Internet, Faire plus loin Ville.
Et c'est des gens qui sont très spécialisés sur l'habitat participatif, sur l'innovation là-dessus, qui pourraient aussi vous mettre en relation peut-être avec des structures. Mais nous, je ne vois pas une solution claire même à vous apporter. Sur l'OFS, Daniel, de mémoire, je pense que c'est une question que vous pouvez aussi poser à Diane, qui n'est pas là, mais qui vous répondra. Donc, en gros, aujourd'hui, seulement, ce que vous pouvez aussi faire, c'est structurer la mise en place d'un OFS local. Mais ça voudrait dire créer de zéro un OFS. Parce que là, je ne suis pas expert dans le domaine, mais des échanges qu'on a avec Diane, et nous, on participe à un projet pour l'OFS, la coopérative francilienne, et notamment sur un projet avec mise en place du BRS. Mais en fait, vous ne pouvez pas aujourd'hui, sans être agréé, porter un bail réel solidaire. Aujourd'hui, donc, je ne sais pas si vous avez creusé cette piste-là aussi. Oui. Si, mais justement, c'est ça le problème, c'est que en plus, si on fait un OFS, c'est le bailleur qui construit et qui revend ou qui loue. Ouais. Or, dans le projet, il y a l'habitat groupé participatif, il y a des lots libres, c'est-à-dire que ce qu'on a imaginé, c'est-à-dire que tout le terrain, les gens sont d'accord de mettre tout en commun, c'est-à-dire même les lots libres. Mettons qu'ils achètent 500 mètres carrés de terrain, ce sera en part sociale. La personne, elle construit sa maison dessus, sa propre maison dessus. Mm-hmm. Donc, il y aura la valeur de sa maison plus la valeur de son terrain qui a une valeur en part sociale qui rentrera dans le capital de la coopérative d'habitants. Enfin, c'est un modèle comme ça qui permet, pareil pour l'habitat léger, celui qui met sa yourte ou bien qui met une tiny. Il y a un qui voudrait faire une paillote, un autre qui ferait une tiny. Eh ben, ils achètent des parts sociales. Il y a aussi les communs qui vont avec, parce qu'il y a aussi un corps de ferme avec et là ça serait une autre chose, avec un hangar de 270 mètres carrés qui pourrait être la maison commune de l'habitat groupé, c'est-à-dire pour des logements, des chambres supplémentaires d'accueil et aussi les activités. Mais ce lieu-là, ce hangar avec le corps de ferme, il aurait aussi une vocation à s'ouvrir sur le village qui est à 500 mètres du lieu. Quoi. Et Daniel, pourquoi vous visez un démembrement du terrain et du bâti? Eh ben parce que ça permet on est sur un secteur foncier en tension, parce que on est sur la zone littorale. Donc, ça permet. Mon projet, mon idée au début, c'est déjà d'abord d'avoir l'accès des jeunes à un logement. Et donc, ça permet de bloquer pendant 99 ans que les loyers et les prix d'achat restent bloqués. Voilà pourquoi. Je vous enverrai peut-être par Alexandre, mais ça fait penser à un projet que défend Rabia là, dans le 95, dans le Vexin. Et ils ont fait c'est une associée qu'on a sur un projet de tiers-lieu à Paris, et c'est le Champ Fouleau, ça s'appelle, je crois, Fouleau. Et ils sont regroupés en coopérative en construisant. Et je pense que c'est peut-être des sujets qu'ils ont réfléchi. Après, il n'y a pas de démembrement du terrain, mais a priori, il y a une approche aussi très, très coopérative, participative, qui permet de limiter à la fois les coûts et éventuellement les loyers futurs, avec une répartition aussi solidaire des richesses. L'avantage avec l'accès pour le social, c'est que quand on investit une finance sociale mettons, avec un bailleur social, un PLS ou un prêt d'accession sociale, une fois que la personne est devenue propriétaire, elle peut spéculer surtout sur ce terrain-là, et là où il est placé, le prix, c'est même pas le tiers du terrain, il ne sera même pas le tiers du prix du marché. Donc, et là, on est en train de monter justement, de voir comment faire la viabilisation. Et là aussi, il faut nous trouver des fonds, parce que la viabilisation, il faut compter 300 000 euros. 300 à 400 000 euros, quoi. Et on tire le prix à même pas moitié prix du producteur, qui est sur notre partie d'une terrain, c'est un terrain qui fait 35 000 mètres carrés, et moi j'ai gardé 15 000 mètres carrés. C'est une propriété en la division entre moi et ma sœur. J'ai revendu 3 000 mètres carrés au bailleur social, au promoteur, parce que je suis en train de racheter le corps de ferme qui était en indivision, et puis je perds de l'argent tous
tous les mois en rachetant le corps de ferme. Je peux pas étaler. Donc, j'ai emprunté à des amis. Donc, j'ai 10 000 à 15 000 euros dehors. Donc, c'est pour ça que j'ai vendu les 3 000 mètres carrés, quoi, pour me refaire. Est-ce que, parce que en fait, il y a dans votre question, il y a deux trucs. C'est d'une part la question du démembrement pour maîtriser l'évolution des prix et du foncier, qui doit aujourd'hui, le seul outil, c'est l'OFS. Et l'OFS, soit vous utilisez un OFS existant, soit vous le créez vous-même. Ça veut dire qu'il faut regrouper des acteurs locaux qui veulent se réunir pour… Nous, par exemple, Belleville, on se pose la question de créer un OFS, sauf qu'on le fera pas, ça n'a pas d'intérêt si on n'est pas associé à d'autres, parce qu'il faut un volume de projet, etc. Donc, ça veut dire que ça, c'est pour le démembrement. Je ne vois pas trop d'autres options. Après, il faut creuser, mais soit l'OFS existe, soit vous le créez. Et après, il y a la maîtrise de la qualité de la construction, notamment parce que vous portez des constructions qui sont atypiques. Et donc, si vous passez avec un OFS ou un bailleur social, vous redoutez que… Et là, je pense qu'il faut… Enfin, c'est intéressant de ce que disait Adrien, parce que les bailleurs peuvent être assez inventifs. Et là, pour le coup, ça rejoint pas mal de problématiques qu'on retrouve. Alan, sur la station A, vous avez vu le projet qui porte, et donc forcément, c'est des techniques constructives atypiques avec une grosse volonté de pousser le réemploi, de travailler avec des acteurs en insertion, etc. Et forcément, la Caisse des dépôts au-dessus ou d'autres acteurs poussaient pour un CPI. Et on est, nous, assez souvent confrontés à ça. Donc, il y a des acteurs peut-être comme Belleville ou d'autres. En tout cas, nous, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est vous pouvez peut-être passer avec un OFS existant et des bailleurs sociaux existants et travailler avec eux sur le passage d'une sorte de contrat de promotion immobilière à une autre structure que vous connaissez, qui serait peut-être plus engagée dans la capacité à maîtriser la qualité de construction. Et donc, ça vous permettrait de dire je bénéficie de l'avantage de l'OFS pour ce démembrement, et en même temps, ce n'est pas eux qui vont construire avec des techniques traditionnelles, et vous essayez de passer une sorte de contrat de promotion immobilière avec un mini promoteur ou un regroupement d'acteurs locaux qui sont capables de faire ces constructions légères, quoi. Ça peut être une piste à creuser. Bon, je viens d'avoir un contact, c'est avec Philippe Madec, qui est un ami que vous devez connaître, qui donc qui n'a pas voulu travailler avec moi parce qu'il m'a dit je ne travaille pas avec des amis. Donc il m'a parlé d'ICO, qui est une entreprise de l'ESS, justement, qui est bâtisseur aussi et qui autrement intervient aussi sur l'habitat participatif dans la région de Nantes. Comment elle s'appelle la structure? ICO. Ok. Parce que là, vous avez dit IMADEC, c'est ça, hein, si j'ai bien entendu. IMADEC, oui. Ouais. Bon, c'est pas le dernier. Non, je suis dans le groupe Frugalité Heureuse aussi. Ah, excellent. Nous aussi. Avec lui, voilà, on est devenus amis. Et, voilà, il est venu une fois à la maison et puis c'est comme ça que voilà, après qu'on se suit maintenant, quoi. Excellent. En effet, c'est le meilleur, je pense, point d'entrée en France, Madec. Et justement, il m'a dit que le responsable d'ICO, il était moi je ne l'avais pas vu, il était en rencontre de la Frugalité Heureuse de Lens et puis de Kipel, enfin, près de Langouette. Excellent. Mais je n'ai pas vu. Voilà. Donc, il a mis en contact avec moi. Il pensait d'abord. Il pensait que j'avais été en contact avec ICO, donc je n'étais pas en contact. C'est un promoteur aménageur qui m'a démarché et puis qui m'a parlé d'ICO, donc qui avait soi-disant travaillé avec Philippe. Donc c'est pour ça que j'en ai parlé à Philippe et puis il m'a ramené ces infos-là. Ok, excellent. C'est intéressant en effet. J'ai mis le lien d'ailleurs. Et autrement, en OFS, il y a un OFS sur Rennes où c'est plusieurs bailleurs sociaux qui sont regroupés. Et par contre, de notre côté à nous, dans le bout de la Bretagne, on est dans le Finistère, donc il n'y a rien. Et puis les acteurs les bailleurs sociaux, ils sont plutôt frileux, c'est vraiment frileux. Okay. Là, ils commencent à s'ouvrir. Il y a comment le Logis Breton, il était en rencontre régionale de l'habitat participatif, où il était le chantre de l'habitat participatif. Et après, c'était des belles paroles, mais quand il fait y aller, non, nous on fait du béton, on fait ce qu'on veut. Et ça, il y a une dizaine d'années déjà, c'était en 2013, je crois. Donc, et on fait ce qu'on veut et vous nous suivez et puis vous n'avez rien à dire. Donc, okay.
Maintenant, ils s'ouvrent, ils ont changé. Le logis breton, ils commencent à construire en biosourcé aussi et puis accepter. Il y a une autre dimension, c'est-à-dire que dans l'OFS, comment est-ce que ça peut fonctionner qu'un bailleur social n'ira pas non plus vite investir sur des parts sociales, sur du non spéculatif aussi. Ils aiment bien retrouver leur mise après quoi, dans un temps donné. Quoi. Donc, c'est ça la problématique pour aller sur ce genre de projet. Quoi. Ok, parfait. Je sais pas s'il y avait je sais pas si on a répondu à peu près après à vos questions. En tout cas, je pense que l'échange était hyper intéressant. Moi, dans les réponses que vous m'avez données, je connaissais un peu les OFS. Je cherche comment monter une foncière citoyenne pour démarrer. Parce qu'une fois que c'est amorcé, je sais que ça marchera après. Hein. Le tout, c'est le démarrage, l'amorçage. J'ai pas l'argent derrière. Après, il y a peut-être d'autres trucs que vous pouvez regarder rapidement. Alors, moi, je suis aveyronais, donc je pense de suite au Larzac là, sur ce type de projet. Et bon, c'est des montages hyper particuliers. Il y a tout ce qui est fonds de dotation aussi qui peut. J'ai pensé à ça aussi, ouais. Bon, vous avez plein de réponses, donc parfait. Mais voilà, il y a ces sujets à creuser. Fonds de dotation, on investit dans une structure associative. 66% est défiscalisé. Par contre, le projet doit derrière porter vraiment du sens d'intérêt collectif. Donc ça, c'est vrai que ça se regarde. Il y a de plus en plus de gens qui prennent ça comme modèle en alternative aux fondations. Et vous le connaissez du coup. Voilà, nous, à ce stade, on ne peut pas trop vous en dire beaucoup plus. Après, c'est sûr que la notion de rentabilité va toujours être là. Hein. Vous disiez que les bailleurs n'iront pas s'il n'y a pas de renta. Même sur les modèles SIC, avec que Station a présenté par exemple, il y a toujours quand même une certaine renta à assurer si vous voulez être suivi. Mais après, des fois, la défisque peut être un levier pour contrebalancer un peu ces attentes-là de renta. Donc la défisque, ça peut être le fonds de dotation. Dans une SIC aussi, une SIC agréée ESUS, vous pouvez embarquer des particuliers qui vont défiscaliser à hauteur de 25%. Et du coup, vous pouvez fournir des rentas très relatives. Terre de Liens, vous pouvez regarder ce qu'ils font. C'est des rentas de l'ordre de 1% par an. Et ça, c'est des super modèles coopératifs qui fonctionnent super bien aussi. Ouais, c'est Terre de Liens, mon modèle justement pour créer une foncière. Ouais, mais pousser du coup peut-être l'approche SIC et ESUS, là. Ça fait le démembrement, franchement, sans un OFS agréé, que ce soit vous, que ce soit un tiers, je ne vois pas comment vous pouvez faire. Par contre, en SIC, vous pouvez totalement verrouiller la lucrativité. Hein, les parts de SIC, on les revend au nominal. Et peut-être que c'est des sujets qui pourront vous aider dans vos réflexions. Le problème coopératif, c'est que les investisseurs, quand c'est en part sociale et non spéculatif, ils n'aiment pas trop. Quoi. Ils aiment bien faire. Vous avez bien compris que moi, mon but. Ouais. Mon but, c'est de spéculer, vous avez bien compris. Non, mais ça, j'ai bien compris. Non, mais le privé, voyez, ainsi qu'il a ce 25%. Alors, nous, par exemple, on a utilisé la plateforme Lita. Alors, nous, c'était sur de l'obligation, ce n'était pas sur des parts sociales. Mais sur Lita, il y a pas mal de structures qui lèvent des fonds en parts sociales et qui permettent cette défisque. Vous pouvez regarder aussi ce que fait Lita, la plateforme de crowdfunding. Et après, il y a le titre participatif, ça vous devez connaître, mais c'est une façon justement d'avoir quelque chose qui amène une certaine rentabilité dans ce format SIC. Et c'est des fonds qui sont bloqués 7 ans minimum et qu'on peut rémunérer en fonction de tout un tas de critères à définir, mais ça peut être du 5% par an en titre participatif, ça peut fonctionner. Et ça c'est quoi? Le titre participatif, si vous voulez, c'est une sorte d'obligation qu'on va... Ouais, c'est quoi ça que vous dites? Ah ouais. Titre participatif, ouais. Regardez ce dispositif. Les titres participatifs en SIC. Ouais. Ça peut attirer des investisseurs, ouais. Tout à fait. Bon, il faudrait que vous veniez faire un tour en Bretagne pour faire bouger un peu. Avec plaisir. On aime bien les gens de la PAM à Brest, avec qui on est assez... je ne sais pas si vous connaissez l'ancienne imprimerie de Brest. C'est quoi? C'est la PAM, c'est l'ancienne imprimerie de Brest qui sont en train de réactiver en tiers-lieu avec une belle équipe qui est chouette. Je vois que l'heure tourne, alors je ne sais pas si on peut parler autour de tout le monde. Peut-être on va enchaîner du coup. Faisons le tour. On va essayer d'être un peu plus succinct aussi dans nos réponses. Moi, je veux bien prendre mon tour. Bonjour. Je vais devoir ramener le débat à une échelle beaucoup plus petite.
Parce que, donc, je vous le disais tout à l'heure, nous sommes une petite association qui a été créée en mars et on a un projet de tiers-lieu sur la ville d'Alès, qui est une ville de 42 000 habitants. Et on aimerait créer en centre-ville un lieu où les gens qui n'y ont pas accès habituellement pourraient venir pour des activités culturelles, aussi pour rencontrer des thérapeutes, pour des activités à caractère social, etc. Donc, on a pour l'instant assez de mal à trouver un local. On a visité des choses en centre-ville, mais ce sont essentiellement des lieux à vocation commerciale, donc avec des loyers assez chers. Pour l'instant, on n'a pas envisagé l'achat. Bon, on n'a pas de sous, c'est clair. Mais bon, ces villages vivants qui nous orientent vers vous, parce qu'eux n'interviennent pas dans les villes de cette dimension-là, même s'ils interviennent dans la région, hein, pas très loin de chez nous. Et voilà, d'abord, on voulait savoir si ce type de projet que je viens de décrire là en 2 coups de pinceau est susceptible d'éveiller votre intérêt ou pas. Et ensuite, comment se passent les démarches? Bon, nous, tant qu'on n'a pas de local en vue, je suppose que vous n'intervenez pas du tout, vous n'intervenez pas dans les recherches de locaux, j'imagine, vous avez d'autres choses à faire. Mais en ce qui concerne les locaux qui seraient en location, ça, c'est pas clair pour moi. Est-ce que vous avez des pistes, des partenariats à proposer ou je ne sais pas, quelque chose qui pourrait nous aider à démarrer? Peut-être pour répondre. Vas-y, Sébastien. Vas-y. Je demandais sur quelle surface, Joël, et après je veux. Oui. Vous avez besoin de surface, Joël, pour. J'entends mal, Sébastien. Je demandais sur combien de surface vous aviez besoin. Ah, la surface. Au minimum, au strict minimum, on parlait de 120 mètres carrés. Bon, parce qu'on voudrait avoir d'abord quelques bureaux, enfin, quelques locaux qui seraient soit des cabinets de thérapeutes, soit des bureaux pour des auto-entrepreneurs, éventuellement un espace qui serait un bureau partagé proposé en coworking. On avait pensé à un local de convivialité, genre café associatif, etc. Et un local polyvalent dans lequel on pourrait faire des ateliers à caractère social ou autre, à caractère culturel, parce qu'on avait au départ orienté le tiers-lieu sur les aspects artistiques, culturels et thérapeutiques. D'accord. Alors pour répondre à la question, c'est qu'aujourd'hui, nous, la surface n'est pas vraiment importante. Ça va être plutôt une question de territoire aussi, où aujourd'hui, on est présent surtout en Occitanie, Île-de-France. À l'Est, c'est peut-être un peu à la limite, mais ce serait... À l'Est, c'est en Occitanie, hein. Mais en termes de proximité, mais je pense effectivement ça peut faire partie. Je passe sur la partie location. Effectivement, si c'est quelque chose en location, on ne pourra pas apporter grand-chose. La seule chose sur laquelle on pourrait apporter, c'est éventuellement si on a des contacts, mais pareil, ça, je laisserai Adrien en parler. Mais ce que je dirais facilement en termes de quoi, facilement, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, en ressources de locaux, vous pouvez trouver de propriétaires. Ça peut être des secteurs publics quand même et des bailleurs sociaux. On voit souvent les bailleurs sociaux qui se retrouvent avec des locaux sans savoir quoi faire, et donc c'est intéressant. Par rapport à votre projet, la question, c'est de savoir si vous mettez beaucoup en avant ou pas la partie restauration. Si on se rend compte que sur ces tiers-lieux, quand vous arrivez à créer un peu de valeur avec la restauration, ça peut vous permettre de payer des loyers qui sont proches des loyers de marché. Si ce n'est pas le cas, il faut aller dans des secteurs qui sont un peu plus délaissés, donc pas forcément du prime en centre-ville, mais ce qui fait que vous êtes un peu plus... Tu peux passer, j'écoute. Il y a Daniel qui a son micro allumé. Voilà, après, la démarche... je comprends qu'en plus, il y a sûrement des frais d'installation, donc c'est pas simple. Ça va être plus, je pense que votre premier coup, il va être là, ça va être d'adapter le local avec votre activité. Et c'est la plus grosse limite risque d'être là, en l'occurrence. Le loyer, juste si vous voudrais savoir, les loyers qui sont trop élevés, c'est combien, Joël, pour comprendre justement quand vous avez regardé
les loyers de marché? On est dans des loyers aux alentours des 1500. C'est pas rare de trouver 1500 euros. C'est pas rare de trouver ça en centre-ville, Ouais. voire plus. 1500 euros par mois pour 120 mètres carrés, c'est ça, hein? Ouais. Ça fait. C'est les loyers. Je pense que quand 150. vous êtes sur ces locaux-là, c'est quand même des locaux qui sont correctement placés. Ce n'est pas les meilleurs, mais ce n'est pas les pires non plus. Oui, c'est le centre-ville, mais bon, ce qu'on a vu jusqu'à présent à Alès, ce sont des locaux qui, du fait de leur disposition à l'intérieur, ne conviennent pas du tout. Ouais. Bon, il y a un truc qui semble convenir, en tout cas sur plan, on doit le visiter vendredi. Ce sont des anciens locaux des ACDIC et de la CAF. Donc, il y a des bureaux, il y a des locaux de taille diverses qui pourraient tout à fait convenir à notre activité. Et il y a un espace d'accueil qui fait environ 180 mètres carrés. Donc là, on est sur quelque chose de plus grand que ce à quoi on pensait au départ. Mais alors là, on est sur des loyers de 5 000 euros. Wow. Et là, c'est complètement différent de notre projet de départ. Ouais. Et bon, on va quand même aller le visiter, d'autant plus qu'on a appris la semaine dernière que la ville et l'agglo seraient intéressés par notre projet et par subventionner une partie du loyer et une partie des activités aussi. Voilà, Celles qui ont un caractère social. C'est exactement ça qu'il faut que vous poussiez, c'est vraiment vous faire repérer par les acteurs publics et bien expliquer votre projet, en quoi il apporte une valeur ajoutée à la ville d'Alès et bien travailler avec les institutionnels et notamment les bailleurs sociaux. Clairement, moi, encore une fois, j'ai fait beaucoup de logements sociaux et quand un projet avait du sens, qui nous était bien présenté, qu'on comprenait qu'il avait aussi une utilité pour les habitants peut-être de l'immeuble parce que vous apportez un service en plus, parce que vous permettez à un rez-de-chaussée d'être réanimé. Le bailleur, en général, il sait faire des efforts que ne font pas forcément les privés. Donc, n'hésitez pas à frapper à ces différentes portes et à vous faire aussi orienter par les services d'Aveco de la ville et autres. Je pense qu'il y a une belle entrée. Après, Belleville, voilà, sur Alès, on n'a pas encore de réseau, j'ai rien à vous donner. Ce n'est pas encore un secteur qu'on a travaillé. Et peut-être que sur votre échelle, c'est un peu compliqué là, de nous amener sur cette ville-là, ne serait-ce que très sur l'organisation, faire des allers-retours, ça va nous prendre la journée. Donc, c'est peut-être pas, voilà, on ne sera peut-être pas la solution là à court terme, peut-être qu'on le sera un jour, mais à ce stade. Mais la piste de l'acquisition n'est pas forcément à exclure. C'est-à-dire que pour nous, Belleville, ce n'est pas idéal, mais si vous trouvez un local bien placé qui est à vendre et qui pourrait… En tout cas, si vous voulez, par rapport aux deux régions, et vous l'avez bien dit, en fait, nous, on n'a pas vocation à aller chercher des lieux pour nos partenaires parce que ça veut dire qu'on ferait ça toute la journée. Je pense qu'en tout cas, dans le processus, et ça rejoint que vous soyez en Occitanie ou en Île-de-France ou autre, c'est la maturité de votre projet, en fait, qui fait, ou l'engagement de ce projet. Donc, nous, en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est de vraiment travailler sur une manière de bien comprendre les engagements, les portées sociales, la portée écologique du projet, etc., sa maturité aussi, et le fait d'être en capacité après de trouver son local. Par exemple, à Lannes, on s'est rejoint, c'est vraiment eux qui ont fait ce travail de trouver, d'aller voir le département, d'aller voir l'asile, d'aller frapper à toutes les portes. Et quand ils sont arrivés devant cette solution-là, après, nous, on a pu apporter notre valeur ajoutée, elle était un petit peu autre. Après, sur l'acquisition, moi, je pense que ce n'est pas notre objet premier, mais si vous trouvez quelque chose, je pense que ça vaut quand même le coup que vous puissiez nous l'envoyer, on ne sait jamais. Et l'autre chose, c'est qu'il y a peut-être d'autres acteurs que nous qui pourraient être en capacité d'acheter un local. Parfois même, Sébastien, tu t'en connais aussi, toi, ou tu en connais d'autres. En fait, nous, ce qu'on constate, c'est que et c'est d'ailleurs ce qui fait qu'on nous pose souvent la question de comment vous faites pour louer des loyers modérés et en même temps d'acheter et que ça marche. En fait, c'est qu'on constate que parfois, en achetant au prix du marché et en louant raisonnablement, on arrive à trouver l'équilibre économique. Et donc, si nous, on le fait, ça veut dire que d'autres peuvent le faire. Et voilà. Donc, vous pouvez trouver quand même les choses, je pense, aussi à la vente. Surtout peut-être en ce moment. Ouais. Autre piste qui peut arriver, c'est avec votre projet, moi je me demande s'il n'y a pas des espaces disponibles aussi dans des organes de santé, donc hôpital, clinique. Potentiellement aussi, ce qu'on voit beaucoup, alors les process sont très très longs, mais c'est des promoteurs qui vont chercher des acteurs pour des constructions immeubles neufs. La ville leur impose des commerces, ils ne savent pas gérer ça, ils sont contents d'avoir un acteur qui va
leur prendre d'avance et peut-être un an et demi avant. Mais c'est souvent des process très longs. Potentiellement, s'il y a un concours, ça peut leur permettre, en mettant quelqu'un qui a du sens, de remporter le concours aussi vis-à-vis de la ville. Après, faut y aller en égo aussi parce que ils veulent souvent vendre plutôt autour de 2 000 2 500 € le mètre, alors que quand on attaque par un certain angle, ils arrivent à descendre sur des prix de 1 000 1 200 €, 1 300. Et là, ça rend viable le projet. Et vous pouvez vous positionner qu'en tant que locataire. Et après, eux vont chercher du monde pour aller acheter et finaliser leur opération. Juste une autre question. Quand vous intervenez, j'ai cru voir qu'il y a toujours une dimension logement dans les projets que vous accompagnez. Pas toujours, non. Là, on essaie de pousser beaucoup. C'est vrai qu'on a beaucoup accompagné d'acteurs en tiers-lieu ou plutôt des activités qu'en logement, mais c'est une dimension qui pour nous est vitale, parce que surtout dans les villes moyennes, par exemple, où les problématiques du logement créent des problématiques de nombre d'occupants dans la ville et donc de problèmes d'activité en dessous, de commerce. Mais donc, le logement, normalement, dans la feuille de route, on a un objectif à terme d'être à 50% de logement en termes de nombre de lots. Okay. Mais après, ça peut être, prenez la cartoucherie station A, on est à chaque fois sur un peu de logement dedans. Bientôt. Ouais, mais oui. Merci pour vos réponses. Moi, je n'ai pas d'autres questions pour l'instant. Mais bon, il n'est pas exclu qu'on reprenne contact avec vous si notre projet évolue et si on a des pistes avec lesquelles on pourrait éventuellement travailler ensemble, on verra. Excellent. Et n'hésitez pas, même si vous avez besoin, si vous tombez sur un local ou que vous avez juste besoin d'un conseil, même si on peut aider, on fera. Ok, c'est gentil. Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions un peu au bout de la séance? Mais on peut prendre, je pense, une question ou deux, sans problème. Et moi, j'ai une dernière question. C'est Rémi là, qui réintervient. Je me remets à l'écran et sur le micro. En fait, comme vous l'avez compris tout à l'heure, je suis arrivé par hasard. Il y a eu beaucoup de discussions sur le thème démembrement entre foncier et bâti. Il se trouve que c'est un sujet que je suis depuis très longtemps. J'ai participé à la création du fonds TSI pour les acteurs du tourisme social et solidaire, dans le cadre de l'ESS. Je connais pas mal ces sujets-là. Mais du coup, comment on fait pour rester en contact avec Café Belleville, avec vous? Moi, je n'ai pas de coordonnées. Je ne sais pas qui vous êtes. Comment on fait pour avancer? Je m'en occupe, Rémi. C'est bien. Je t'envoie mes coordonnées aussi par WhatsApp. Tu m'as mis un message et puis on Alors, justement, j'ai mis un message. Mais je n'étais pas sûr que c'était toi que je contactais, en fait. Si, t'as gagné. Parce que là, j'ai Sébastien. C'est moi, ouais, c'est ça. C'est ça, d'accord. Okay. Le principe de Café Belleville, là, c'est que tous les premiers lundis du mois, on bloque ce créneau-là, 18h, 20h, en gros. On répond à toutes les questions à chaque fois avec un nouvel invité. Je pense qu'on va thématiser aussi un peu plus les sujets. Et pour nous suivre, après, ça vous passera l'info, mais on est présent, par exemple, sur LinkedIn. Et si vous nous suivez, vous aurez les liens à chaque fois via LinkedIn, par exemple. Je ne sais pas s'il y a une liste de diffusion mail, parce que moi, je suis un vieux, je travaille encore avec le mail. mais je veux bien être dans la boucle. Hein? Bon, mais on va y penser. Super. Nous aussi on est. Malheureusement, nous aussi. Ouais. Merci beaucoup. Parfait, merci à vous d'être venu. Je ne sais pas si du coup. Je crois peut-être Susanna ou Cardunaire, c'était Daniel, c'est ça? Ouais. C'est ça, ouais. Ah, Susanna. Pas de questions. Pas de questions particulières. Merci. Okay. Non, en tout cas, ravi que on en a été en contact, Susanna, c'est Budapest, hein, tu es? Ouais, c'est ça. Ok. Et on parlera dans 2 semaines ou quelque chose comme ça. Ouais, voilà. Diane. Ouais. Ok. À la prochaine.
Et juste peut-être un mot sur on a parlé de démembrement, et pour ceux qui sont intéressés par la question du démembrement, on revient d'une rencontre assez passionnante avec les gens du CLTB, que je pense que Susanna doit connaître évidemment, à Bruxelles, donc le Community Land Trust de Bruxelles. Ouais. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, ils sont vraiment très très bons. Ils seront au Rencontre nationale de l'habitat participatif à Lyon. Là. Ok, excellent. Eh ben, ouais, donc évidemment, je vais là-dessus. Et puis autrement, le projet, il est bien vu par la ville puisque il considère que c'est un projet pilote. Parce qu'on a des astreintes très contraignantes, un cahier des charges de construction, évidemment, dans le principe de la frugalité heureuse, pas de plastique, pas de béton et préservation de la biodiversité. Enfin, voilà. Et puis aussi, vouloir aussi développer le bourg qui est en train de se mourir. Voilà. Donc, une action sur le territoire aussi. Bon, super. On voulait aussi remercier Alain qui était là et je pense que voilà, le projet a intéressé tout le monde, il est franchement exemplaire et je vous invite aussi tous à passer un petit week-end cet été à Rodez et au Hara parce que ça vaut le coup d'œil quand même. C'est vraiment exceptionnel ce qui se fait là-bas. Excellent. Merci à tous, à toutes et à tous. Merci d'être venus. En tout cas, merci pour la qualité. Merci pour la qualité de. Voilà. Merci, ça nous fait plaisir. À bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. À bientôt.